Bonjour à tous, dans ce petit vidéo, nous allons découvrir avec quelle facilité il est possible de créer des classes à l'intérieur de Visual Studio. Lors de nos dernières séances de cours, nous avons discuté des similitudes et des différences entre les classes et les structures et nous nous sommes rendus compte que la classe était l'évolution de la structure. Donc, dans cette vidéo et dans la série de vidéos qui suivront, nous allons nous employer à présenter les différents mots-clés et les différentes techniques du langage C# qui nous permettent d'implémenter l'héritage, le polymorphisme et l'encapsulation. Donc, commençons d'abord dans ce premier vidéo à voir la syntaxe qui nous permet de créer une classe. Nous allons créer une classe nommée worker ou travailleur qui va nous permettre de modéliser, tout comme nous avons pu le faire avec une structure, les différents attributs et les différentes fonctionnalités de base que tout employé doit avoir. Donc, c'est relativement simple en réalité. Si nous voulons à l'intérieur du Visual Studio créer une nouvelle classe, tout ce que nous avons à faire, c'est d'aller dans notre explorateur de solutions, cliquer avec le bouton droit de la souris sur le namespace de notre projet, aller sur Ajouter, ajouter un nouvel élément et nous avons le choix parmi les différents éléments qui s'offrent à nous. Nous allons choisir d'ajouter une classe et nous allons renommer cette classe Worker. Donc, nous appuyons sur Ajouter et automatiquement Visual Studio vient de générer un squelette d'une nouvelle classe pour nous. Cette nouvelle classe nommée Worker se trouve dans le namespace Worker Class qui est exactement le même namespace que celui de notre application. Ce qui veut dire que notre classe sera donc accessible à l'intérieur de n'importe quelle fonction ou propriété de notre formulaire ou des différents formulaires qui constituent notre application, tant aussi longtemps que ces formulaires se trouvent à l'intérieur du même namespace. Donc, allons travailler sur notre classe. Quels sont les attributs de base que tout employé doit avoir pour prétendre être un employé? Et quelles sont les fonctionnalités de base que tout employé doit être capable d'exécuter pour prétendre être un employé? Donc, tout comme avec les structures, une classe contient des sections bien définies. Une section des attributs, une section des fonctions et des propriétés, et nous pouvons même définir à l'intérieur d'une classe ce que nous appelons des événements, concept que nous aborderons un peu plus tard dans la session. Donc, commençons par définir les différents attributs standards d'un employé. Donc, tout employé doit avoir un nom, donc private string nom. Tout employé doit avoir un prénom, donc private string prénom. Tout employé doit avoir un âge, puisque c'est une personne. Private int, private int âge. Tout employé doit avoir un salaire, donc private double salaire. Et tout employé doit avoir un numéro d'employé, donc private un numéro d'employé qui peut être, dépendamment des compagnies, un integer ou une string ou un code alphanumérique. Donc, utilisons ici une string qui nous permet de représenter toute combinaison alphanumérique. Donc, je vais appeler ça employé ID. Et nous allons rajouter une variable statique publique de type int que je vais appeler CNT. Et comme avec les structures, une variable statique est en fait une variable qui appartient à la classe et non à une instance en particulier de la classe. Donc, nous avons défini la majorité de nos attributs comme étant privés.
ce qui aura une incidence sur la manière dont notre form pourra y avoir accès et aura une incidence sur la manière dont les différents objets qui hériteront de notre class worker auront accès à ces attributs. Donc, continue. Au stade où nous sommes rendus, Visual Studio peut déjà nous permettre de visualiser de manière graphique notre travail. Donc, si vous avez Visual Studio 2012, 13, 14 ou 15 et que vous vouliez créer un diagramme de classe de votre application, c'est relativement simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sous Affichage, Affichage de classe, et vous avez une section Affichage de classe qui apparaît habituellement comme ceci. Vous pouvez l'étendre, sélectionner la classe se trouvant dans votre application qui vous intéresse. Donc, en cliquant dessus, on voit les différents attributs qui s'y trouvent et le petit cadenas signifie que ces attributs ont été déclarés comme étant privés. Si nous cliquons avec le bouton droit sur Worker et que nous sélectionnons Afficher le diagramme de classe, Visual Studio nous génère un diagramme de classe que nous pouvons étendre. Et si nous appuyons sur le petit bouton se trouvant ici, on nous indique le type de données de chacun des attributs que nous avons spécifiés. Et si nous avions des fonctions ou des propriétés, en cliquant sur le bouton suivant, nous aurions la signature complète des méthodes que nous aurions définies. Donc, continuons notre travail. Si je retourne dans le code en cliquant sur l'onglet ou à partir du diagramme de classe en double-cliquant sur le schéma, je suis ramené directement vers ma classe travailleur. Donc, en plus des attributs standards que nous voyons à l'écran, quelles sont les fonctionnalités standards qu'un travailleur peut avoir? Évidemment, pour créer un travailleur, il nous faut un constructeur. Mais nous savons que tout comme avec les structures, si le programmeur ne spécifie pas de constructeur, le compilateur génère un constructeur par défaut, un constructeur vide. Nous allons d'ailleurs pouvoir tester ce phénomène dès maintenant. Donc, si nous allons dans notre form et que nous rajoutons tout simplement, disons, un bouton, et qu'à l'intérieur de l'événement clic de ce bouton, nous décidions de créer un nouveau worker, un nouveau travailleur. Donc, nous le ferions de la manière suivante. Donc, W, O, R, et automatiquement, Visual Studio reconnaît le type worker. Pourquoi? Parce que la classe worker se trouve dans le même namespace que notre formulaire. Donc, worker W1 égale new worker. Et si j'ouvre la collade, effectivement, on voit qu'il existe bel et bien un constructeur vide, même si je ne l'ai jamais créé. Donc, si nous exécutons cette application, prenons le temps de placer un point d'arrêt et d'exécuter le tout. Donc, voici, si j'appuie sur le bouton et mon application donc me redirige vers l'événement clic du fameux bouton, à l'exécution de la prochaine instruction, notre objet de type worker devrait être créé. Et ce que nous allons faire ici, dans la fenêtre espion, nous allons rajouter notre travailleur. Donc, nous savons que présentement, il n'est pas initialisé. Si nous exécutons la prochaine ligne de code, nous voyons bel et bien que nous avons un objet de type worker qui a été créé à travers le constructeur vide généré par Visual Studio et que à l'intérieur de cet objet de type worker, malheureusement pour nous, l'âge, l'ID de l'employé, son nom, son prénom et son salaire sont tous bel et bien existants, mais ils ont tous des valeurs par défaut. Pourquoi? Parce que le constructeur vide ne nous permettait pas de spécifier de valeurs par défaut pour ces paramètres. Et nous savons qu'en .NET,
nous n'avons pas besoin de spécifiquement initialiser une variable. Le compilateur leur donne par défaut, pour ce qui est des integers, la valeur 0, pour ce qui est des strings, la valeur nulle, et pour ce qui est des doubles, la valeur 0.0. Nous avons aussi notre variable statique qui est présentement à 0, évidemment, puisqu'elle est un integer et que le constructeur vide n'a pas l'intelligence de la modifier. Donc, améliorons un peu notre classe worker en lui fournissant un constructeur vide un peu plus intelligent et un constructeur recevant en paramètre les différentes informations que nous jugeons nécessaires pour la création d'un employé. Donc, je vais sans plus attendre retourner dans ma classe worker et lui rajouter un public worker. Nous savons que un constructeur est en fait une sorte de fonction sans type de retour, puisque en réalité, quand nous appelons le constructeur d'une classe, nous nous attendons à ce que ce constructeur nous retourne quoi? Nous retourne un objet basé sur notre classe. Un constructeur est toujours public, car s'il était privé, nul ne pourrait le voir, donc l'utiliser et donc créer de nouveaux objets de type worker. Donc, nous allons créer ici un constructeur vide et ce constructeur vide va nous permettre d'initialiser, comme le faisait le constructeur vide généré par Visual Studio, va nous permettre d'initialiser à leur valeur de défaut les différents paramètres de notre classe. Par contre, dans ce constructeur vide, nous allons quand même prendre la peine d'incrémenter notre variable statique. Donc, si nous sauvons le tout et que nous réexécutons cette application, toujours avec le point d'arrêt, nous allons constater que lors de l'appel lors de la création de notre objet worker, ce n'est plus le constructeur vide généré par Visual Studio qui est appelé, mais bel et bien le constructeur vide que nous venons de créer. C'est la règle en programmation orientée objet. Lorsque le programmeur crée un constructeur, qu'il soit vide ou non, le compilateur n'en crée plus à la place du programmeur. Donc, si nous appuyons sur notre bouton, nous allons remarquer que pour l'instant, rien n'est initialisé dans notre variable W1 de type worker, mais que, parfait. À l'exécution de la première ligne, le constructeur que nous avons créé est appelé et à l'intérieur de ce constructeur, que faisons-nous? Nous incrémentons la variable statique appartenant à la classe worker. Donc, nous avons ici un compte de tous les travailleurs présentement existants en mémoire dans notre application. Le constructeur finit son exécution. Nous constatons que nos attributs privés ont toujours leur valeur par défaut, mais cette fois-ci que notre variable statique contient bel et bien 1, ce qui représente le nombre de travailleurs présentement en mémoire. Réglons maintenant le problème de nos variables statiques, de nos variables privées. Parfait. Donc, pour être capable de les initialiser avec une valeur de départ, nous allons cette fois-ci créer un constructeur acceptant en paramètre les différentes informations nécessaires à l'initialisation de nos attributs privés. Et voici une des premières différences entre la structure et la classe. Nous n'avons pas la possibilité dans une structure de créer des constructeurs multiples, alors que dans une classe, nous avons la liberté de créer autant de constructeurs que nous voulons avec autant de paramètres que nous voulons. Donc, allons-y, public, worker. Cette fois-ci, nous allons demander en paramètre une string qui représentera le nom, une string qui représentera le prénom, un integer qui représentera l'âge, un
double qui représentera le salaire, et finalement, ou plutôt l'avant-dernier, une string qui représentera l'ID de l'employé, et pour finir, et c'est tout, en fait. Parfait. Donc, ouvrons les accolades. Vous constatez ici que j'ai donné exactement les mêmes noms de variables aux paramètres de mon constructeur qu'aux attributs privés qui composent mon nouveau type de données. Pour éviter toute confusion, lorsque nous allons vouloir initialiser, par exemple, notre attribut nom avec la string nom reçu en paramètre, nous pouvons utiliser le mot-clé ou le pointeur this qui fait référence à l'objet courant. Donc, this.nom fait référence à l'attribut nom que vous avez ici, égal nom. Nom, cette fois-ci, fait référence à la variable locale que nous recevons en paramètre. Donc, si nous continuons, this.prénom fait référence au prénom qui se trouve ici, alors que prénom fait référence au prénom qui se trouve ici. Et ainsi de suite. Donc, je vais terminer. This.age égale âge. This.salaire égale salaire. This.employé ID égale employé ID. Et voilà, tous les attributs de notre classe seront maintenant ou pourront maintenant être initialisés à partir de valeurs que nous passerons en paramètre à notre constructeur. Il est important de noter ici que pour la simplicité de l'exemple, je n'ai pas pris la peine de faire des validations, de m'assurer que les informations qui sont passées en paramètre sont bien valides avant de les mettre à l'intérieur de mes attributs. Donc, avant d'exécuter l'application, sauvegardons-la et allons voir ce qui se passe dans notre diagramme de classe. Donc, nous pouvons remarquer dans notre diagramme de classe que nous avons des éléments qui se sont rajoutés dynamiquement. Nous avons maintenant le constructeur vide qui ne fait qu'incrémenter notre variable statique. D'ailleurs, chose que nous devrions aussi faire à l'intérieur de notre nouveau constructeur. Et nous avons notre deuxième constructeur qui reçoit en paramètre les variables de départ que nous souhaitons mettre à l'intérieur de nos attributs privés. Donc, réexécutons l'application pour voir comment ce nouveau constructeur a amélioré, si on veut, notre type de données. Donc, démarrer, parfait, appuyons sur le bouton, un pas d'exécution, oh, pardon, une petite erreur ici. Donc, nous allons modifier légèrement notre code. Maintenant, au lieu d'appeler le constructeur vide, nous avons la possibilité d'appeler une ou l'autre des versions de notre constructeur. Donc, je vais choisir la deuxième version qui demande qu'on lui passe en paramètre un nom. Donc, allons-y avec Tony, suivi d'un prénom, Fernand, suivi d'un âge, 32, suivi d'un salaire, 95 100 000, suivi d'un ID d'employé, donc qui doit être une string. Donc allons-y avec BIKF 01 11 83 08. Et voilà. Donc maintenant, relançons notre application et voyons comment est-ce que le compilateur exécutera l'appel de ce constructeur. Donc, appuyons sur le bouton. Nous avons toujours notre worker dans la fenêtre espion.
En passant, si vous voulez rapidement et facilement rajouter un élément à la fenêtre espion, il suffit de cliquer dessus avec le bouton droit et sélectionner Ajouter un espion. Il sera automatiquement rajouté dans la fenêtre d'espion. Donc, donnons un petit coup. Nous voyons cette fois-ci que c'est notre deuxième constructeur qui est appelé et que tour à tour, chacun des attributs de notre classe est initialisé avec les variables locales reçues en paramètres. Nous incrémentons notre compteur d'instances et le constructeur retourne. Si nous inspectons ce que nous avons à l'intérieur de notre variable, nous voyons que notre constructeur recevant 1, 2, 3, 4 et 5 paramètres nous a permis d'initialiser respectivement l'âge, l'ID, le nom, le prénom, le salaire et que nous avons un worker ou un employé qui a été créé en mémoire. Donc, mis à part la possibilité pour l'instant d'avoir des constructeurs multiples, les classes semblent nous offrir les mêmes possibilités que les structures. Donc, continuons notre découverte des classes. Donc, ce que nous allons faire maintenant que nous avons déterminé quels étaient les attributs de base d'un travailleur et que nous avons créé deux constructeurs pour être en mesure de créer des variables de type travailleur avec des valeurs par défaut et créer des variables de type travailleur avec des valeurs spécifiques, nous allons maintenant doter nos travailleurs de fonctionnalités standards. Donc, un travailleur doit être capable d'effectuer plusieurs tâches ou plusieurs actions. Donc, je vais tout simplement minimiser ceci et minimiser ceci pour que nous ayons un peu plus d'espace. Donc, un travailleur ou tout travailleur doit se lever le matin pour aller travailler. Donc, créons une publique void get. Peut-être, avant de créer des fonctionnalités, créons des propriétés. Pourquoi? Parce que si nous essayons, après la création d'un travailleur, d'avoir accès à l'information, excusez-moi, d'avoir accès à l'information qui se cache à l'intérieur de ce travailleur, nous n'y avons pas accès pour l'instant. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de notre travailleur, nous avons défini tous les attributs comme étant privés, à l'exception de la variable statique, qui est légèrement différente, puisque quand nous voulons avoir accès à une variable statique ou à une fonction statique définie à l'intérieur d'une classe, nous ne pouvons le faire à travers une instance de cette classe, donc un objet basé sur cette classe. Nous ne pouvons le faire qu'à partir de la classe elle-même. Donc, une image vaut 1000 mots. Si je veux avoir accès au compteur, je dois spécifier le nom de la classe suivi de points et je peux observer les éléments statiques à l'intérieur de la classe. Alors que pour les éléments privés, il me faut absolument passer par des propriétés. Si je voulais avoir un accès direct à un de mes attributs, un des attributs du travailleur, je devrais modifier son accessibilité de privé à public, comme ceci. Et maintenant, j'aurai ou je devrais avoir accès à cette information de mon travailleur. Ce que nous ne voulons pas faire, car cela brise le concept de l'encapsulation, concept dont nous parlerons plus amplement dans le prochain vidéo. Donc, private pour l'instant. Donc, rajoutons quelques propriétés à l'intérieur de cette, voilà, de cette classe. Donc, une propriété est en fait une sorte de fonction publique, mais avec certaines particularités. Donc, nous avons ici 5 attributs privés. Nous allons donc créer 5 propriétés. Donc, public,
string suivi d'un nom de propriété d'accolade. Et à l'intérieur d'une propriété, nous pouvons définir deux sections qui ne sont pas obligatoires toutes les deux, une permettant de récupérer l'information nous intéressant à l'intérieur de notre type de données, c'est-à-dire la section get, à l'intérieur de laquelle, en général, on return l'information qui nous intéresse, donc dans ce cas-ci, le nom. Et ensuite, nous avons le set, donc la section set, qui, elle, permet de modifier un des attributs privés de la classe. Donc, dans le set, nous fonctionnons de la manière suivante. Nous disons tout simplement this.nom égale value. Value étant un mot-clé spécifique du langage C#. Que se passe-t-il? Donnez-moi une seconde. L'ajout des propriétés empêche... Ah, pardon, j'avais oublié de stopper mon détachement. Donc, le mot-clé value étant un mot-clé réservé du langage qui permet de recevoir l'information que l'on désire, recevoir automatiquement l'information que l'on désire à travers la propriété, mettre dans notre attribut privé. Donc, à travers cette propriété, nous avons maintenant accès à l'information qui se trouve dans l'attribut privé nom en écriture et en lecture. Donc, toutes les propriétés ne doivent pas nécessairement avoir et un bloc get et un bloc set. Nous définissons un bloc get quand nous voulons être capable de récupérer ce qui est caché dans un attribut privé et nous définissons un set quand nous voulons être capable de modifier ce qui se trouve à l'intérieur d'un attribut privé. Donc, allons-y, je vais rapidement créer des propriétés pour mes quatre autres attributs privés. Donc, je répète, une propriété est toujours publique, ça va. C'est une sorte de fonction, donc on spécifie le type de retour associé au type de retour de l'attribut auquel on aimerait avoir accès. Donc, pour le prénom, c'est une string. Ensuite, on donne le nom de la propriété. Vous remarquez que mes attributs privés sont toujours en minuscules et mes propriétés sont en majuscules. Ce n'est pas une obligation, c'est tout simplement, disons, une règle que j'applique. Question de standardiser mon code. Donc, je vais encore une fois créer un get et retourner this.prénom et un set et dans le set faire un this.prénom égale value. Il est important de noter que, en général, les get et les set contiennent un peu plus de code que ce que je suis en train de faire à l'écran, puisque le but de faire un get est de choisir sous quel format on veut présenter l'information qui est retournée. L'exemple standard que j'aime bien donner est celui de l'heure, par exemple. L'heure sous Windows peut être donnée sous format 24 heures ou sous format AMPM. Donc, si nous avions une classe horloge et que nous voulions récupérer l'heure à travers la propriété getTime, par exemple, ben, cette propriété pourrait choisir d'afficher l'heure, mais en mode 24 heures ou en mode AMPM, alors que internalement l'heure est représentée en millisecondes, par exemple. Donc, continuons. Je vais rapidement compléter avec les propriétés qui nous restent.
Donc, public int age. Vous remarquerez aussi que contrairement à une fonction, ben, il n'y a pas de parenthèse à la suite d'une propriété, contrairement aux propriétés VB qui en avaient. Donc, public age, get, return this.age et set this.age égale value. Super. Donc, nous allons minimiser ceci et ceci. Voilà. Et il nous en reste 3 à faire quand même. Donc, public double salaire, get return this, excusez-moi, this.salaire. Et pour notre set, nous allons avoir un set, voilà, this.salaire, this.salaire égale value. Il nous reste l'ID de l'employé. Et pour finir, public, l'ID de l'employé qui était une string, on va mettre EMP ID, voilà, avec son get. Vous voyez que quand on est habitué, ça va relativement rapidement. Avec son get, return this.employee ID et avec son set this.employee ID égale value. Parfait. Donc, si nous faisons le tout, et encore une fois, question d'avoir une vue globale, allons regarder ce qui se passe dans notre diagramme de classe. Nous voyons que plusieurs propriétés viennent d'apparaître. Donc, la propriété âge donne accès à l'attribut privé âge. La propriété employé ID donne accès à la propriété privée employé ID, etc., etc. D'ailleurs, nous pouvons même les visualiser à travers notre code. Maintenant que ces propriétés sont définies, puisqu'elles sont privées, elles permettent, voilà, d'avoir accès à l'âge, à l'employé, au nom, au prénom et au salaire, tout comme les propriétés le permettaient à l'intérieur des structures. Si nous faisons par exemple employé, l'employé 1.âge égale 25, mais la valeur que nous marquons ici est capturée et insérée à l'intérieur de la valeur value dans le set et à travers cette valeur value, elle est utilisée pour initialiser initialiser l'attribut privé âge. Alors que si nous écrivons dans le code, par exemple, int a égale notre travailleur point âge, ben, cette fois-ci, l'âge contenu dans notre travailleur est retourné à travers la section get et va venir initialiser la variable locale A qui se trouve juste ici. Donc voilà de quelle manière les propriétés et leur section get et set peuvent nous permettre de récupérer l'information qui nous intéresse.
Donc maintenant que nous avons ces propriétés, ben, définissons ces propriétés nous permettant de modifier ou de récupérer ce qui est caché à l'intérieur de notre type de données. Ben, définissons maintenant euh, les fonctionnalités d'un employé. Donc, un employé euh, est capable de se lever, parfait, de se lever le matin, on doit se lever le matin pour aller travailler. Donc, créons un public, disons void, puisque cette fonction ne retourne rien. L'employé se lève tout simplement. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un quand il se lève le matin. Donc, public void get up. Et à l'intérieur de cette fonction, euh, faisons tout simplement la chose suivante. Voilà. Ah, d'accord. Donc, ce que nous allons faire ceci. Nous allons une string et nous allons retourner le message suivant. Je me lève. Réveille. Parfait. Ensuite, un employé euh, déjeune avant de partir au travail. Donc, public string. On va dire eat breakfast. Parfait. Et notre employé va retourner le message suivant. Je mange je mange mon petit déjeuner. Un employé doit se rendre au travail. Public string go to work. Okay. Donc, évidemment, nos fonctions peuvent faire plus que tout simplement retourner des strings euh, ou faire plus que ou accepter plusieurs paramètres. Mais pour garder l'exemple simple, nous allons retourner des strings ici qui nous permettront de décrire les différentes activités de notre travailleur. Donc, go to work, je, pardon, allons-y, je vais au travail. Et ensuite, après une journée de travail, notre employé peut rentrer chez lui. Donc, allons-y. Go to work, go home. C'est bon. Et je vais chez moi. Et pour finir, un employé peut dormir. Public string sleep. Et on va retourner la string je dors. Retournons là en minuscule.
je dors ou je rêve. Et un employé peut relaxer. Public string relax. Et on va retourner, évidemment, je relaxe. Et voilà, sauvegardons le tout. Et comme à l'habitude, nous voyons que notre diagramme de classe continue d'être peuplé des différentes fonctions que nous avons créées. Maintenant, si nous retournons dans notre form, nous nous rendons compte que notre travailleur affiche toutes les propriétés publiques que nous avons définies et toutes les fonctions publiques que nous avons définies tout à l'heure. D'ailleurs, voyons ce que cet employé peut faire. Donc, si nous créons un employé et que nous demandons à cet employé d'aller travailler, messagebox.show w1. Go to work, que va-t-il se passer? Ah, d'accord, pardon, une petite erreur ici. C'est une fonction, donc ce serait une bonne idée de faire la chose suivante. Go to work. La méthode surchargée correspond à system.messageBox.showString possède des arguments non valides. Qu'avons-nous fait? Go to work retourne bel et bien une string. D'accord. Ah, une seconde. Vérifions la création de notre objet. Voilà, ici. Parfait. Donc, notre objet est bel et bien créé. Maintenant, stoppons le tout. Vérifions notre messagebox.show. Vérifions qu'on est bel et bien en mesure d'écrire une string. Voilà. Voilà. Parfait. Donc, notre élève devrait être en mesure de nous renvoyer une string. Donc, faisons la chose suivante. Notre travailleur, pardon. Donc, string message égale w1.goToWork. Parfait. Et ici, nous allons passer message. D'accord. Donc, exécutons le tout. Nous appuyons sur le bouton. Nous créons notre employé. Rajoutons dans le watch window la variable MSG qui est présentement nulle. Donc, suite à l'appel de la fonction goToWork
nous voyons bel et bien que la fonction goToWork de notre objet W1 de type worker vient d'être appelée, que cette fonction nous retourne une string qui est rattrapée dans la variable message, qui est passée en paramètre à notre message box qui s'affiche. Donc, notre travailleur vient bel et bien de se rendre au travail. Parfait. Donc, nous allons stopper ce premier vidéo ici. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu qu'il est relativement facile à travers l'explorateur de solutions de rajouter une nouvelle classe à une application C#. Que cette classe, une fois rajoutée, est rajoutée dans le même namespace que tous les autres éléments de notre projet, ce qui permet d'avoir accès à ce nouveau type de données à travers notre projet dans son entièreté. Chaque attribut, constructeur, propriété ou fonction que nous définissons dans notre classe est automatiquement visible dans le diagramme de classe associé. Pour être en mesure de visualiser le diagramme de classe, il suffit d'aller dans Affichage de classe. La fenêtre d'affichage de classe apparaît et en cliquant sur le bouton droit et Afficher le diagramme de classe, on nous présente un diagramme représentant notre classe. Nous sommes aussi capables d'ailleurs de faire le chemin inverse. À travers le diagramme de classe, nous pouvons ajouter des nouvelles fonctions, des nouvelles propriétés, des nouveaux attributs, des nouveaux événements, des nouveaux constructeurs, des nouvelles constantes et des nouveaux destructeurs, concept que nous verrons un peu plus tard dans la session. Donc, voici pour cette première vidéo. Dans le vidéo qui suivra, nous allons voir comment, à partir d'une classe parent, la classe worker ici présente, nous pouvons hériter pour créer des types de données plus spécialisées, des classes enfants ou des sous-classes, et comment ces sous-classes, à travers leur constructeur, peuvent passer à leurs parents les informations nécessaires à leur création. Merci et à la prochaine.